Non, mais on va commencer comme ça. Alors, je souhaite la re-bienvenue à tous nos auditeurs. Bienvenue au podcast Levio. Alors, ce soir, on se réunit pour parler du WIDS, donc la conférence des Women in Data Science. Je suis avec mon co-animateur habituel, Gabriel Lefrançois. Bonjour à tous. Ainsi que nos invités, Laurence Biron et Hajar Fali. On va commencer je vais vous demander de vous présenter. Donc, je ne sais pas si Hajar, tu veux nous parler de toi, ton profil, qui tu es. Ok, je suis Hajar. Je suis marocaine d'origine. J'aime me présenter comme citoyenne du monde. En fait, j'ai un peu voyagé, travaillé en Inde, au Maroc, en France, aux États-Unis et là au Canada. Et puis là, je suis gestionnaire de projet IA à Levio. Je suis scientifique de données de formation. Et voilà, c'est moi. Ben, enchantée de faire ta connaissance. Enchantée aussi. Et toi, Laurence? Alors, bonjour à tous et vraiment, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis la non-data scientist, en fait, du binôme. Je suis juriste spécialisée en droit du numérique et des réseaux et également déléguée à la protection des données. Je suis québécoise d'adoption depuis maintenant presque 2 ans, arrivée à Levio en même temps. Et je m'implique au sein de l'entreprise avec grand plaisir. Et j'ai accepté de rejoindre l'aventure WIDS à l'initiative d'Hajar. Mais on parle du WIDS, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez vous définir, c'est quoi l'objectif de ça? Pourquoi vous êtes dans cette initiative-là? On remonte au début. Ouais, on remonte au début. On remonte à WIDS. C'est quoi WIDS? Ouais. WIDS, c'est une conférence en fait technique qui est née à l'université Stanford et qui avait pour but en fait de parler des femmes en intelligence artificielle et de donner un coup de pouce aux jeunes qui veulent s'impliquer. Donc après, aujourd'hui WIDS c'est plutôt un mouvement global qui comprend plusieurs initiatives sur le globe et WIDS Québec est une de ces initiatives. Donc, puis là, si je ne me trompe pas, vous avez mis en place WIDS Québec. C'était la première fois qu'il y avait une conférence WIDS à Québec. Là. Donc, c'était une grande première qui était lancée vraiment de votre initiative. Oui. Nous sommes devenus, effectivement, en fait, nous avons pris le parti de devenir les ambassadrices WIDS Québec. Comment ça se passe? Il y a l'événement national porté par l'Université de Stanford et l'université, en fait, délègue aussi la possibilité de créer des événements régionaux et des événements aussi dans d'autres parties du monde à des ambassadrices. Donc, du coup, oui, pour Québec, c'était une première et on en est ravis. Et pourquoi vous? Comment est-ce que vous avez pris la décision? Avez-vous été approché ou c'est l'inverse? C'est vous qui avez approché Stanford? Puis comment le binôme s'est retrouvé finalement? En fait, on a approché, c'était notre initiative. Okay. On est allé parler à WIDS Stanford pour porter le chapeau régional. Donc là, en fait, Laurence et moi, nous partageons cette passion envers les nouvelles technologies, envers l'IA, mais nous partageons aussi une crainte envers l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais aussi envers la donnée qui est le carburant des modèles d'intelligence artificielle. Donc, pour sensibiliser les gens à la donnée, à l'IA, au modèle, nous avons voulu créer la conférence pour parler de ça et pour parler des femmes dans l'IA, parler des questions éthiques, environnementales qui tournent autour de l'IA, et puis aussi valoriser les femmes qui font ce travail incroyable. Puis parlons un peu plus peut-être de l'édition 2022, parce que je crois que ça vient d'avoir lieu, si je me trompe. Est-ce qu'on peut parler un peu, c'était quoi l'organisation? Ça ressemblait à quoi? C'était une journée, 2 journées? Juste un peu de détails par rapport à ça. Alors en fait, la conférence s'est tenue le 19 mai sur une journée et nous avions organisé 3 panels. Donc 3 panels qui réunissaient 4 à 5 expertes de renom. Donc, il y avait des panels francophones et des panels anglophones. C'était important pour nous, en fait, de pouvoir, à travers les thématiques, montrer aussi que la pluralité, en fait, des expertises dans le monde. Et aussi, j'avoue, et Hajar a complètement adhéré à ça, j'avais vraiment l'envie, en fait, de valoriser la Caraïbe au sein de cet événement, puisqu'étant moi-même de la Caraïbe. Donc, tout au long de la journée, il a été question, en fait, de pouvoir de pouvoir réfléchir sur les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle, l'inclusion,
comment en fait arriver à faire en sorte qu'on soit dans une société inclusive, parce que on se rend compte au fur et à mesure que l'intelligence artificielle peut permettre aussi malheureusement de laisser en fait des gens sur le bas-côté de la vie. Voilà. Il était aussi question des débouchés en termes d'intelligence artificielle, donc les relations en fait avec l'industrie, et puis comment différentes firmes se positionnaient. Donc voilà, l'édition 2022 et qui a été tout de suite plébiscitée par ses participantes, donc les expertes qui nous ont déjà posé des questions quant à l'édition 2023. Moi, je suis curieux de savoir, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour avoir fait un peu d'événementiel dans ma jeune carrière, est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à recruter les fameux conférenciers, conférencières, parce que vous dites qu'il y avait quand même plusieurs experts autour de la table. Est-ce que vous avez eu des embûches par rapport à ça? Je suis juste curieux. Alors sur ça, moi, j'ai été très, très agréablement surprise. Ça a été vraiment... Systématiquement, on a eu des retours positifs. Quand il y avait en fait des retours négatifs, ce n'était pas du tout par manque d'adhésion au sujet, mais plutôt pour des questions en fait de calendrier. Mais on a eu, chaque fois qu'on avait un retour positif de quelqu'un, on se disait waouh, elle a accepté de venir à la conférence alors qu'elle a un agenda mais super chargé. Donc ça, vraiment, ça a été la super belle surprise. Voilà, et puis on a eu de beaux noms. Oui, exactement. Il y a aussi même des collaborations. On a vu c'est vraiment un mouvement où on voit la femme aider la femme. Donc, on a approché des personnalités de Renault, puis les personnalités nous font découvrir ou ouvrir d'autres portes. Et ça a commencé comme ça. Ça doit vraiment confirmer l'importance d'avoir de tels événements qui abordent de tels sujets, parce que c'est quand même large. En fait, c'est utiliser la science de données comme sujet central, mais pour atteindre une périphérie de sujets complémentaires, dont justement la place des femmes dans ce domaine-là, l'éthique dans ce domaine-là, les enjeux en entreprise sur le développement durable, tout ça. Donc, c'est un noyau central, mais qui vient chercher là, un plus grand auditoire après ça. Là. Ça vient confirmer justement l'importance d'un tel sujet. En fait, l'intelligence artificielle comme sujet, elle englobe plusieurs aspects. Donc, on ne peut pas produire un modèle sans penser à l'inclusion. Je peux donner un exemple simple. Il y a Amazon, à un moment, elle a fait un test pour recruter les gens. Elle se dit, on se base sur les CV pour un recrutement juste. Donc, elle scanne les CV. Et puis, le résultat, c'est que des CV scannés, on n'a que les hommes qui sortent pour les jobs IT. Et des hommes blancs. Et des gens blancs, oui. Alors, on part découvrir, comprendre pourquoi le modèle a fait sortir ça. Et on découvre tout simplement que le modèle a appris des données. Et les données sources qui, comme j'ai dit au tout début, c'est le carburant du modèle, il n'y avait que des hommes blancs qui réussissent à passer à être recrutés dans des domaines de tech. Donc, automatiquement, le modèle, il a juste calqué et repris tous les biais qui existaient dans le donné. Donc ça, c'est un enjeu important. Donc pour dire que d'ici quelques années, on va pas remplacer, mais ajouter un outil d'aide à la décision au recrutement avec un modèle, à ce moment-là, il faut penser à l'inclusion. Si on va le faire pour l'environnement, il faut penser aussi à ce qu'on faisait avant. Que contient la donnée qui peut vraiment impacter négativement notre modèle à long terme. Et Ajar, pardon, mais justement, par rapport à l'exemple que tu as donné, non seulement, en fait, le modèle était basé sur des données qui étaient particulières, mais il y a aussi qui était à l'initiative du modèle. Et généralement, en fait, qui on retrouvait, en fait, dans les projets, c'était des hommes blancs, de nouveau. Et un peu comme aussi tous les modèles de reconnaissance d'IBM. D'ailleurs, je parle aussi de la doctorante du MIT qui a fait un très beau travail sur ce sujet-là. En fait, ce qu'elle avait, c'est qu'elle prenait des personnalités connues, genre Obama, Michelle Obama, Oprah, des femmes qui étaient vraiment très, très connues. Et puis, les modèles de reconnaissance ne connaissent pas ces femmes-là. Alors, parce qu'il manque de données
représentant ces personnes. Exactement. Donc, les minorités ne sont pas représentées. Les minorités ethniques ne sont pas représentées dans les données, d'où le fait que ça fausse nos résultats de modèle. Donc, ça, c'est des choses que non seulement le technicien ou la personne, le scientifique de données qu'il doit regarder, mais tous les aspects réglementation, éthique, inclusion, environnement doivent être pris en compte pour qu'on ait un modèle qui est juste, exploitable et on peut le mettre en production. C'est une très belle introduction au sujet parce que là, on s'en va un peu plus vers c'est quoi le WID et qu'est-ce qui s'est passé au WID. On pourrait faire le tour des 3 panels, si vous nous le permettez, en fait. Le premier panel, c'était l'intelligence artificielle, regard croisé entre innovation, éthique, inclusion et réglementation. On aimerait peut-être avoir vos impressions par rapport, donc les impressions de chacune par rapport à ce premier panel. Pouvez-vous nous faire peut-être un petit résumé de qu'est-ce qui était présenté lors de ce panel, qui était la présentatrice, puis peut-être après ça, voir qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez apprécié, peut-être qu'est-ce que vous avez à critiquer là, des informations qui ont circulé? Alors, ce panel-là, j'y étais particulièrement sensible, en fait, parce que vraiment, il touche à ma corde professionnelle. Donc, il était modéré par Diane-Gabrielle Tremblay, donc, qui est professeure donc, à la Téléuniversité de Québec, et qui travaille beaucoup, en fait, sur les aspects sociaux et inclusifs et puis les relations sociales. Et autour de la table, nous avions donc Céline Castérenard, qui est professeure émérite à l'Université d'Ottawa. Nous avions également une reprise. Ouais, on avait aussi Tania Saba qui, elle, est fondatrice et qui dirige la chaire BMO en diversité. On avait également autour de la table Lise Langlois qui, elle également, est directrice de l'Observatoire international en intelligence, éthique et intelligence artificielle. Donc, vous voyez, en fait, déjà, ça vous donne déjà le niveau du débat et la tonalité. Et ce qui est ressorti, en fait, de ces échanges, c'est que on est dans une société où on fait face à l'invisibilité de la femme dans le domaine de l'IA. Et donc, effectivement, se sont posées des questions. Faut-il réguler ? Est-ce que, comme pour la représentativité féminine dans les milieux de travail, il faut aller vers une réglementation qui pose des quotas ? Comment en fait faire un petit constat aussi sur l'évolution en fait de la situation dans la société québécoise, en disant que oui, effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont positionnées à la tête d'instituts, mais ce n'est toujours pas suffisant. Donc voici un peu les grands échanges qui se sont tenus. Et puis aussi la question de l'éthique mêlée à celle de la réglementation. Puis tout l'intérêt, d'où le titre Regard croisé, c'était de montrer en fait que finalement, il ne pourra pas y avoir une seule réponse. Ça sera en fait la collusion de plusieurs facteurs qui permettront de définir des voies. Puis il s'agissait aussi, bien évidemment, comme pour tous les autres panels, d'encourager en fait l'expertise féminine. Et de permettre aussi à la relève de prendre la relève. En fait, parce qu'on trouve qu'il y a des femmes et des filles qui en prennent des chemins de maths, de statistiques, mais après ne finissent pas jusqu'au bout. Et ce panel aussi était pour les encourager à aller de l'avant, comme quoi ce n'est pas seulement dédié aux hommes, c'est dédié à celui qui aime faire ça. Donc, c'était ces échanges-là qui ont été discutés lors du premier panel. Est-ce qu'on parlait aussi, parce que vous aviez parlé beaucoup de la femme au sein de l'intelligence artificielle, tantôt on a parlé un peu de diversité culturelle. Est-ce que ça aussi c'était un sujet dans le premier panel? Complètement, et en fait... s'est posé la question, en fait, bien évidemment, comme Hajar l'a abordé, de la conception des systèmes d'IA et aussi de comment arriver à créer cette inclusion au sein même des équipes qui travaillent. Et l'un des points qui a été abordé, c'était de dire qu'on a vécu déjà des révolutions technologiques, on a vécu déjà des révolutions industrielles par le passé. Sauf qu'avec celle qui concerne l'IA, on n'est pas en fait en mesure pour l'instant d'anticiper suffisamment les impacts que cela pourrait avoir sur la société. Et donc du coup, il y a vraiment un équilibre entre créer davantage de diversité dans les équipes de travail, créer davantage de diversité dans les données qui sont collectées. Et même, prenons un exemple simple, on a beaucoup
et Ajar, je parle sous ton contrôle, bien évidemment, on a beaucoup de données de santé qui sont collectées auprès des populations qui ont la possibilité, en fait, de se faire soigner. Donc, il y a un certain nombre de populations qui sont surreprésentées. Puis, on n'a pas de données qui sont collectées auprès de certaines populations. Donc, pareil, il y a des biais. La question des biais, en fait, a été particulièrement abordée. Des biais, là, pour le coup, dans les données de santé. Est-ce qu'il y a amené aussi peut-être des solutions à comment pallier à ces biais-là? Parce que là, on le nomme, il y a clairement une problématique parce qu'il faut assurer une grande diversité pour faire nos bases de données. Ça va permettre d'éviter plusieurs problématiques par la suite, mais comment est-ce qu'ils ont amené des pistes de solutions? Ça m'intrigue, là. Est-ce que... Les solutions, en fait, on les sait, on les connaît. Ouais. Il faut veiller à ce que la donnée soit de bonne qualité. Donc, quand je dis que la donnée soit de bonne qualité, ça veut dire que on a les données de toutes les personnes, de tous les âges, de tous les sexes, les genres, les minorités, pour que ça soit inclusif. Et puis, à la fin, il faut tester. On ne peut pas mettre un produit final en production, l'utiliser sans pouvoir le tester suffisamment. Donc, c'est mettre des règles sur le passage en production. Puis là, c'était abordé justement dans le thème du panel, la réglementation. Est-ce que c'est quelque chose à mettre en place, une telle réglementation, ou ça existe déjà? Puis c'est qui met Moi, ça m'intéresse. C'est qui met ce genre de réglementation-là? Alors, je sais qu'on est censé répondre aux questions, mais je rajoute même une question. Vas-y, Laurent, on suit. C'est parce que c'est vraiment la question aussi qui s'est posée, en fait, lors de ce panel. C'est l'IA, c'est quelque chose d'universel. Ouais. Et donc, du coup, une réglementation, vous la faites à quel niveau? Est-ce que vous la faites à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une province? Comment vous arrivez à concilier, en fait, différents systèmes législatifs entre eux? Donc, un système européen, un système canadien, un système nord-américain. Et pourtant, oui, il faut continuer à aller vers de la législation et de la réglementation. Donc là, par exemple, il y a déjà, et j'invite tout le monde à aller voir, il y a une déclaration de Montréal qui a été produite. Je pourrais pas vous donner les références parce que voilà, mais il y a une déclaration de Montréal qui a été produite. Il y a aussi en fait des efforts qui sont faits, mais à un moment il va falloir en fait pouvoir harmoniser. Or, on se retrouve confronté à des intérêts géopolitiques, à des intérêts économiques. Donc du coup, il y a le chemin est encore long. C'est souvent une problématique qu'on voit dans tellement de domaines, tellement de milieux. Va bien falloir à un moment donné trouver un point d'entente, mais bon, ça, c'est un autre débat. C'est qui va prendre le point d'entente? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est pas nous qui va régler ça aujourd'hui. Ça répond aussi à la question de est-ce que l'IA va prendre la place de l'humain? Donc là, c'est non. C'est pas l'IA qui va pouvoir faire ses propres réglementations. Ça l'a pas... Et il faut que l'humain soit derrière pour réguler. Donc là, c'est très important. Donc, même si l'IA va être juste un outil d'aide à la décision pour faciliter les choses, pour aider, pour que ça soit plus clair, mais les décisions vont toujours être prises par l'humain. Mais c'est très important que ce message-là, en fait, il continue à être diffusé largement parce que je pense qu'il y a quand même une tendance maintenant au niveau, en fait, des populations à croire qu'on pourrait se laisser submerger par l'IA en tant qu'être humain. Et donc, il faut qu'on puisse continuer à le diffuser, ce message. Exactement. Mais certaines personnes peuvent avoir cette crainte due justement au fait que certains systèmes ou certaines technologies d'intelligence artificielle n'ont peut-être pas la base de données adéquate et donc peuvent en découler des problèmes. Et donc, là, c'est là qu'on part dans des scénarios d'horreur. On pense à des films de science-fiction. On pense à des films. C'est ça qu'on s'en va, là. Oui, c'est ça. Si on fait ça, on rate aussi l'autre bout qui est très, très beau et très positif. Imaginez que l'IA puisse faire découvrir à quelqu'un un problème qu'il pourrait avoir d'ici quelques années, l'Alzheimer. Et qu'on pourrait le découvrir 15 ans ou 20 ans avant. Si, par exemple, on peut découvrir que la combinaison de quelques médicaments va produire un cancer. Tout ça, on passe à côté de tout ça si on n'adopte pas l'IA. Et si on n'enrichit pas notre donnée. Donc, il faut avoir des bonnes bases pour bâtir des grandes choses. En fait, il y a un équilibre à trouver, comme en tout, en fait. Il y a un équilibre à trouver entre les bénéfices, qui sont nombreux, puis la volonté de pouvoir encadrer ce mouvement.
Tout à fait. Puis ça m'amène un peu au sujet du deuxième panel parce que je crois qu'il se spécialisait plus pour parler du développement durable. Ça parlait des opportunités à y avoir et également des défis. Donc, c'est peut-être justement l'intelligence artificielle peut amener probablement beaucoup de bonnes choses pour le développement durable. Est-ce qu'on peut amener là, un petit récapitulatif de ce deuxième panel? Veux-tu me faire un résumé? Je vous regarde toutes les deux, là. Quelle la première se lance? Je me lance. Alors, en fait, le panel numéro 2... Oui. On va dire celui que tu abordes, voilà. Qui s'appelait là, clairement « Opportunités et défis pour le développement durable et l'utilisation de l'intelligence artificielle ». Oui, alors il était modéré par Vanessa Cherenfant. Et donc, il réunissait décidément, il y a un truc. Hein. Il réunissait autour de la table Valérie Psyché, qui est professeure à la TELUC, Madame Dessertine Panhard, qui est donc docteur et également manager donc, chez Amazon France. On avait autour de la table également Nesrine... alors, tu prononces mieux que moi. Nesrine Yahya. Voilà. J'aurais massacré le nom. Merci. Et qui est directrice générale de Caris Saint-Laurent. Et puis, on avait encore, parce que ça a été notre quotidien pendant des mois, cette affaire. Puis, on avait encore une quatrième... Audrey Durand, qui est professeure à l'Université Laval, chercheuse en intelligence artificielle, spécialité en lien avec la santé, le domaine de la santé. Et je prends la balle au bon parce qu'en fait, on a beaucoup parlé en fait des modèles qui étaient liés à la santé. Et on est parti d'un point de vue très positif sur les bienfaits apportés donc par l'IA, ou en tout cas convoyés par l'IA au niveau de la médecine et de ses applications. Et tout de suite, on a relevé également l'absence de modèles suffisants, l'absence de données. Et c'était très intéressant aussi de faire le lien avec, et c'est un pan qu'on n'avait pas du tout abordé pour l'instant, mais tout ce qui était formation. Et donc, qui formons-nous ? On forme à la fois la population qui est bénéficiaire donc, de ces services en termes d'intelligence artificielle, mais on forme également en fait, les professionnels qui doivent en fait, pouvoir se les approprier. Et donc, on avait des interventions aussi au niveau de Valérie Psyché sur l'université qui nous expliquait les différents modèles et les différents services IA qui pouvaient être utilisés pour former des gens aussi sur de l'IA. Donc, c'était vraiment très, très pertinent. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Et aussi, Nesrine Yahya nous parlait aussi qu'elle recevait des immigrants et des immigrantes qui veulent se lancer. Et il y avait ce point de comment les ramener, les former à un niveau qu'ils puissent emprunter ce chemin de façon plus simple. Donc, il y avait tous ces points-là qui sont abordés. Et puis, Audrey, qui est le professeur à Laval, nous parlait des bienfaits et comment l'IA aussi peut nous aider à avancer en santé, si on récolte bien les données, bien sûr. Et voilà. Moi, je suis intrigué un peu. On parle de formation. Oui, il y a de l'éducation à faire au sein de la population au niveau de l'intelligence artificielle. Par contre, quand on forme quelqu'un, je sais pas, quelqu'un au Canada qui est formé en intelligence artificielle, peut-être que je déroge du sujet aujourd'hui. Elles nous ramèneront. Tu me ramèneras, Fred. Est-ce que une personne qui est formée au Canada puis une personne qui va peut-être former, je sais pas, ailleurs dans le monde, peu importe où, en Europe, en Afrique, a la même formation? Ou est-ce qu'il y a des différences notables entre les éducations sur l'intelligence artificielle? En fait, je vais te répondre de façon simple. Nous, ici, sur Terre, nous avons des cours, des MOOC, sur Udemy, sur EDX, plein de formations qui est en ligne. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est via ces cours-là, que ça soit en Inde, en Australie ou au Canada. Ce sont des formations internationales et accessibles à tous. Oui, et on n'a pas besoin d'un diplôme pour faire de l'IA. Il y a une plateforme très connue qui s'appelle Kaggle, où tu viens te battre avec des gens du monde entier sur le fait de construire des modèles très performants. Et les entreprises viennent mettre là-bas des challenges avec des prix pouvant aller à $20,000 ou même plus. Et les gens envoient leur modèle là-bas, se font tester.
Et puis même sans diplôme, sans rien. Fait que Frédéric, on pourrait devenir... On me développe, c'est ça? On pourrait devenir en intelligence artificielle. Là, j'ai ouvert ma porte pour l'opportunité d'emploi. Nous créons une équipe, voilà. Vous aviez peut-être d'autres impressions sur ce panel-là? Oh, il y a en fait, je pense que les débats auraient pu se poursuivre aussi très longtemps. Et nous, on poursuivra les débats avec les panélistes au fil de l'année. Et on permettra aussi à tout le monde de pouvoir visionner des extraits de la conférence bientôt. Puis tout ça, ça doit être tellement un débat en construction. C'est un domaine en pleine évolution. Oui. On va probablement amener plein d'autres débats l'année prochaine qui vont être en continuité de cette année. Là. Exactement. On parlait aussi beaucoup de l'intelligence artificielle au niveau santé. Puis ça m'amène peut-être au panel numéro 3, si tu me le permets, Bien Fred. sûr. On parle ici de socio-environnemental, parce que là, on parle beaucoup de santé, on est plus vers l'environnement. Puis le panel qui s'appelle l'intelligence artificielle au service de l'industrie, de la recherche et du développement socio-environnemental, je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce panel-là? Qui était autour de la table pour en discuter? Alors en fait, il faut un peu remettre de l'ordre. On avait ces deux panels-là et puis on avait un panel anglophone. Et donc du coup, le panel anglophone effectivement était versé sur les relations avec l'industrie. Oui, vas-y. En fait, on avait Mathieu Cohen. Je te laisse présenter plutôt Mathieu Cohen. Mathieu, oui. Mathieu, en fait, est un consultant britannique qui a décidé il y a maintenant 15 ans de vivre à la Martinique et que je connais dans ce cadre. Et il était vraiment très, très pertinent quant à la modération en fait, de ce panel parce qu'il amenait son côté néophyte, mais en même temps très curieux de découvrir et très curieux de ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle. Nous devions avoir également au cours de ce panel, à l'occasion de ce panel, Ingrid Riley, qui est dans la région Caraïbe, une grande figure et qui cherche vraiment à vulgariser non seulement tout ce qui est numérique, et également ce qui est intelligence artificielle, mais elle a été retenue par le fameux virus dont on ne dit plus le nom, n'est-ce pas? Elle est aussi entrepreneuse, fondatrice de la Silicon Caraïbe. Donc, on voulait avoir son avis sur l'entrepreneuriat en IA, mais faute de ce mal grave. À remettre en 2023. Voilà. Il y a déjà beaucoup de pistes très intéressantes pour 2023. Mais on reviendra avec les scoops de 2023. Là. J'ai l'eau à la bouche juste en entendant parler. Et on avait aussi Alison Cohen qui fait partie du MILA, du Centre de recherche en intelligence artificielle basé à Montréal et l'idée par le grand Bengio, qui est une chercheuse en intelligence artificielle très connue avec plusieurs médailles dans le domaine. Donc, qui nous parlait en fait des opportunités de l'IA, mais aussi comment on peut faire avancer l'IA pour l'environnement et pour tout ce qui est sociétal. Donc, c'est quand même très... on dirait que ces deux panels-là sont allés dans plusieurs sens, plusieurs sujets abordés. Est-ce qu'on a peut-être un exemple concret? Là, je vois au service de l'industrie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, au service de l'industrie? C'est-tu entreprise générale ou c'était spécifique à un domaine en particulier? C'est pour, en fait, l'entreprise en général, que ça soit IT ou autre. L'IA a plein de bénéfices à donner à l'entreprise. Si je pense à mon projet sur lequel je travaille, oui, l'IA améliore la façon de faire. Elle fait gagner du temps. Elle optimise le travail des gens. Elle donne plus de visibilité à long terme avec son volet prédictif et aussi avec son volet prescriptif qui est la recommandation. On recommande à travers l'IA des meilleures façons de faire. Si je pense à mes expériences antérieures, j'ai travaillé en industrie chimique, par exemple, et l'IA a aidé à avoir des qualités de production sur une usine qui sont meilleures, moins de maintenance parce qu'on sait quand l'usine va tomber en panne. Donc, il y a plein d'avantages pour l'adoption de l'IA dans l'industrie. En fait, les débouchés sont très nombreux parce que
Ajar parlait du côté industrie, moi je vais vous parler en fait du côté aussi juridique et autres. Et maintenant, en fait, on utilise aussi des modèles, alors pour effectivement tout ce qui est justice prédictive, et là ça peut être, on a des garde-fous à mettre, mais également en fait maintenant dans la possibilité de faire appel à la jurisprudence, et nous en tant qu'êtres humains, la jurisprudence, se rappeler de toute une jurisprudence, c'est un boulot colossal, mais avoir des modèles qui peuvent déterminer en fonction des critères qui sont rentrés, une orientation de décision ou autre, là, ça fait sens. Également, en termes de débouchés, on en revient à la santé parce que c'est vraiment important, mais tout le monde a vu Maverick, le film avec Tom Cruise qui sort. Top Gun. Exact. Voilà. Je l'ai vu il y a 3 jours, fait qu'on peut en parler longtemps. Je fais pas de spoil. Mais ce matin, je lisais un article quant à la participation en fait de Val Kilmer, et on sait que Val Kilmer a eu un cancer au niveau de la gorge. Malgré tout, dans le film, il parle. Et donc là, pareil, on a recours à des processus de synthétisation de la voix. Beaucoup de modèles ont été compilés pour pouvoir créer une voix qui s'approche le plus de sa voix originelle. Donc vous voyez, les champs sont multiples. Exact. Ça me rappelle aussi notre entrevue avec la fondatrice et la présidente de Keia Text, et qui est une entreprise en fait qui traite des données textuelles. Et ce qu'elle disait, c'est que c'est une mine d'or. Elle aidait à travers son entreprise, à travers le traitement du texte et du langage naturel, des entreprises à mieux comprendre pourquoi les gens, par exemple, n'adoptent pas leurs produits à travers les commentaires, parce qu'on écrit des commentaires et puis ils ne sont pas traités et l'entreprise n'a pas un feedback, sauf s'il y a quelqu'un qui lit ça. À travers l'IA, on n'a pas besoin de quelqu'un qui lit, on a besoin de quelqu'un qui teste après et qui vérifie l'information. Donc l'IA va faire une sorte de synthèse de tous les feedbacks. Il y a aussi la partie synthèse aussi pour des documents juridiques, peut-être donner un aspect. Quel est le sentiment à travers le texte? Est-ce qu'on est triste, pas triste, content, etc. Donc tout ça, c'est des applications vraiment très, très larges de l'IA et qui peuvent nous économiser du temps. Ça vient en fait remplacer, on peut dire ça, les équipes de première ligne, là, les premiers tris, le front là, qu'on vient comme... En tout cas, faire un premier tri avant de repasser ça après ça plus à deuxième niveau. Si on devait en fait rapporter à l'un des métiers qu'on a en fait chez Levio, c'est-à-dire l'analyste, qu'il soit analyste d'affaires, analyste fonctionnel ou autre, ça vient en fait le conforter et le consolider dans son rôle. C'est-à-dire que là où on peut être dans une situation où le nombre d'intrants sera assez limité et donc peut être effectivement analysé par un humain, quand on a des données vraiment qui sont à un volume exponentiel, l'IA va permettre en fait de réduire ce travail et permettre à l'humain de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire, comme tu l'as fait remarquer, la prise de décision. Donc, en fait, on vient dire ici qu'on ne remplace pas, juste pour être clair, on ne remplace pas vos travails, ceux qui nous écoutent. On ne remplace pas l'humain. On vous aide, c'est ça qu'on veut dire. Exactement. Et ça a aussi un effet positif. Si je prends par exemple l'exemple des finances, ou si on veut par exemple gagner un marché, le fait de savoir de l'information avant-gardiste ou bien avant le temps X, ça nous permet d'avoir de l'avance. Plusieurs événements qui se passent dans le monde étaient... On parlait de ça bien avant, par exemple, la crise et tout ça. On savait ça sur les réseaux sociaux, on parlait. Mais ce n'était pas un élément, c'est qu'au moment de l'élément déclencheur que ça commence, par exemple, la bourse à chuter, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'avec l'IA, on aurait pu prédire à un certain moment. Donc, il y a plein d'opportunités. Si j'ai un pile de données qui me rapportent, qui sont de la recherche, qui sont très importants, si j'arrive à résumer ça ou à détecter les keywords les plus intéressants, ça rend mon travail plus facile, je suis plus productive. Et après ça, c'est aussi de changer nos mentalités ou façons de faire parce qu'on va venir à les prévenir. Puis en fait, de ma compréhension, il y a des choses qu'on est capable déjà de prévenir. J'avais vu un documentaire qui prévoyait que la prochaine crise mondiale, ça allait être une pandémie. Et ça, c'était en 2018-2019. Donc, on savait que ce qui allait vraiment être la prochaine crise mondiale, ça allait être une pandémie. On avait pu avoir des données qui allaient un peu
voir venir la COVID, mais en ce moment-là, personne n'avait pris d'action. Par contre, pas assez des actions assez grosses pour vraiment prévenir la COVID qui arrivait. Donc, à quelque part, c'est à un moment donné de faire confiance. Bon, ben, on a maintenant la donnée pour détecter quels seraient, par exemple, les désastres qui pourraient arriver. Mais maintenant, il faut réagir puis il faut se mettre en action en conséquence de ces prévisions-là. Donc, c'est à mener à force, j'imagine, d'en vivre. On va faire confiance un peu plus à ces données-là. Mais pour faire écho à ce que tu dis et par rapport à ta question aussi sur dans quel champ, en fait, là, précisément, l'intérêt de l'intelligence artificielle, il est prédominant aussi dans la gestion des risques. Donc là, tu parlais d'un risque sanitaire et on a un risque qui pèse sur l'humanité, c'est vraiment le devenir de notre planète. Et sur ça, en termes de développement durable, d'écologie, d'environnement, il y a énormément d'équipes dans le monde qui planchent, mais il y a aussi la question de la transparence. Que souhaite-t-on dire aux populations ? C'est ça que moi, j'avais en tête, justement. Qu'est-ce que les gouvernements consentent à nous transmettre comme information. Et c'est là où il y a une zone grise, une zone tampon, je pense. C'est de trouver l'équilibre. Oui, savoir quoi transférer à la population, quoi communiquer à la population en général. Mais même s'ils ne nous communiquent pas d'informations, il faut que le gouvernement soit en mesure de prendre les... Mais je dis le gouvernement. Personne en autorité. On vient encore une fois au sujet du début quand on parlait de qui réglemente. Puis encore une fois, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on se dit, ça va être le gouvernement qui doit régir, c'est lui qui doit filtrer? Mais encore une fois, c'est vraiment une question de qui prend la décision, qui en parle. Je pense que... alors, je ne suis pas dans les petits papiers des gouvernants, mais je pense qu'il y a quelque chose d'inclusif aussi à mettre sur place. C'est-à-dire qu'il y a des comités où il doit y avoir une représentation politique, une représentation scientifique, une représentation citoyenne. Et à partir, en fait, des différents échanges, là, on pourrait effectivement trouver une voie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis totalement d'accord, mais n'oublions pas aussi qu'il faut sensibiliser la population. Il faut démystifier ce que l'IA pour que les gens nous comprennent et comprennent ce que l'IA veut dire et vraiment qu'on ne peut pas se fier à 100% à l'IA. On sait qu'il y a toujours, on n'est pas sur le 100%, il y a toujours un pourcentage d'erreur. Il faut comprendre qu'il y a une erreur, on le sait, mais on va toujours s'améliorer. On est toujours en amélioration continue. Donc, comme a dit Laurence, il faut toujours qu'on ait une diversité dans la table. Et il faut qu'on éduque, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées. Et sur ça, et je sais que je ne veux pas épiloguer, sur ça, on s'est rendu compte que, en fait, les jeunes générations, moi, je suis mère d'un garçon de 9 ans, et je pense que cette génération-là est beaucoup plus prête à entendre et à comprendre que moi, je ne l'étais à son âge. Et donc, on a rencontré aussi la fondatrice d'un atelier en fait dédié au numérique et à l'IA qui va dans les écoles primaires et qui discute IA avec des enfants qui sont complètement open, quoi. Et ça fonctionne. Une réalité tout à fait différente. Là, quand on grandit, on est né avec des ordinateurs, des tablettes, avec des applications intelligentes, tout ça, c'est franchement différent de d'autres générations. Écoutez, cet épisode-là visait à revenir sur des sujets du WIDS, donc les conférences. Là, vous m'avez nommé un paquet de sujets que je prends grande note. Il faut démystifier l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut le faire à travers ce genre d'initiative-là qu'est le podcast Le Vieux, entre autres. Alors, vraiment, à force de cette discussion m'a juste amené plein de questions que je veux qu'on puisse développer dans d'autres épisodes. Là, ça se voulait un épisode quand même assez généraliste, donc on ne peut pas entrer dans le vif du sujet très en profondeur, mais je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. Comme je vous dis, j'ai très hâte qu'on puisse avoir d'autres discussions sur le sujet, aller vraiment plus loin là, dans plein de thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Moi, je te vois venir avec ta conclusion, Frédéric. Puis, je veux juste savoir peut-être un petit sneak peek, si vous me permettez l'expression anglaise, de l'édition 2023, parce qu'on en a parlé, puis j'ai comme l'eau à la bouche d'en entendre. Allez-vous être encore là l'année prochaine pour le faire, pensez-vous? Évidemment. Oui, certainement. Sans aucun doute. Enfin, oui, ça, c'était juste la porte. Mais plein de choses vont venir, donc, notamment le fait de démystifier l'IA aux gens. Vous avez vraiment aimé votre expérience? Vous le recommanderiez à un ami? Oui, on le recommanderait à un ami et on avait en fait la chance aussi d'avoir une belle équipe autour de nous. On a réussi à être 5
5 bénévoles, je dois le souligner. On a eu le soutien aussi de nombreuses personnes de nos entourages professionnels et personnels et ça a contribué en fait à la réussite de l'événement. Puis cette première édition, elle était en version à distance parce que on a tenu compte des préoccupations sanitaires, mais on espère bien et on visualise l'édition 2023 en présentiel et pas que. Et pas que. Et pour justement, là, peut-être donner un avant-goût de l'édition 2023 aux personnes qui n'ont pas pu assister à l'édition 2022. Vous avez mentionné tout à l'heure, il y a peut-être des vidéos qui vont être rendues disponibles. Oui, est-ce qu'on a un peu d'infos là-dessus? Ça va sortir quand? De quelle manière? Alors, en fait, ça dépend beaucoup de nos disponibilités. Oui. Et donc, ça sortira prochainement. Mais oui, l'intégralité, en fait, des panels a été enregistrée. D'accord. Et on va en faire des séquences pour que ça soit digeste. Oui, parfait. Ben, très hâte de pouvoir... je voulais assister à cette journée-là. Malheureusement, mon emploi du temps me n'en a pas permis, mais très hâte de pouvoir voir un peu ces extraits-là. Et je vous souhaite bonne chance pour l'édition 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup à vous. Un grand merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine.